un vrai coup de com', il demande en général d'être... souvent il est provocateur, quand on regarde, d'une certaine manière, ou au moins pour une certaine catégorie de personnes, il va être provocateur, ou au moins il sort des sentiers battus. Tu crois que ça marcherait si on faisait une campagne dans le métro ? Et là, bon, on s'ensuit une petite tranche de rigolade en disant mais les avocats prennent pas le métro, non mais tu charries, c'est vrai qu'ils sont pas tous comme ça, il y en a qui prennent le métro tout. Mais bon, on se demande, tu vois, et tout. Et en fait, on parle, et on se dit mais en fait, c'est quoi le plus important ? Est-ce que c'est d'avoir ta pub dans le métro, ou est-ce que c'est que les gens sachent que tu es dans le métro ? Typiquement, un client prend 7 secondes pour choisir de rester ou pas sur un site web. C'est une vraie stat, ça. Ouais, 7 secondes, c'est hyper court. Et en fait, il va falloir qu'en 7 secondes, vous lui ayez donné toutes les infos nécessaires à ce qu'un client pertinent reste sur le site. Ça, c'est hyper dur. Et en fait, Et c'est dur. Et ça, je jette la pierre à personne parce qu'on fonctionne tous comme ça, on est foutus comme ça. Quand on fait son propre site internet, on se dit que tout le monde va lire tous les trucs. Pas du tout. Jérôme. Louis. Donc, je suis trop content de t'avoir. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Jérôme, c'est mon associé. Je te prends maintenant avec moi dans ce podcast parce que tu pars bientôt. Et donc, je voulais à tout prix t'avoir avec nous parce qu'ici, on parle de marketing pour les cabinets d'avocats. Et s'il y a bien une personne ici qui s'y connaît pour développer un cabinet d'avocats, c'est bien toi. Et donc, t'es pas quelqu'un qu'on a vu beaucoup. On a beaucoup entendu te parler de Valentin. Donc, tu es le fondateur d'Anomia, pour ceux qui n'ont pas la ref. Et l'idée, c'est d'aujourd'hui de parler un petit peu de tes connaissances sur le sujet. Donc, on ne va pas pouvoir étaler beaucoup de choses. On a un petit temps. Mais l'idée, c'est de te présenter toi et donner un maximum de clés pour des avocats qui aimeraient se lancer, des plus gros cabinets qui aimeraient structurer un peu leur méthode marketing. Et donc, de connaître un peu ton savoir pour... Après, je te laisse te présenter, promis. Pour ceux qui ne connaissent pas Jérôme, c'est quelqu'un qui a un bon sens qui est assez incroyable. Il arrive toujours à trouver les bons mots sur les bonnes choses. Il analyse très vite les situations. Et en fait, moi, c'est un bonheur de t'avoir en associé parce qu'en fait, j'arrive, j'ai un problème, je l'explique à Jérôme et derrière, il me pose les bonnes questions. Et ensuite, il me propose, déjà, il te fait réfléchir, mais il te propose des solutions qui sont pas forcément des trucs tout faits, mais qui te permettent de trouver toi-même la réponse. Et en fait, ça va beaucoup plus de soi. Et moi, j'admire énormément le bon sens. Je pense que je le mets dans mes compétences que j'aimerais avoir le plus au fur et à mesure que je me développe. Je te laisse te présenter. J'en ai dit beaucoup. Et puis après, on enchaîne. Écoute, j'assure, après une présentation c'est clair. Comme ça, merci déjà pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Comme tu l'as dit, effectivement, moi j'ai cofondé Anomia avec Valentin Tronti-Bernard. Alors, est-ce que je suis la meilleure personne pour parler de développement de cabinet d'avocats ? Je ne sais pas. Après, en quelques années, on a vu passer pas mal de cabinets, pas mal d'avocats différents aussi, c'est clair. que ce soit dans les modes d'exercice, dans les spécialités, dans les taille, dans les volumes de chiffre d'affaires. Et on a vu beaucoup de choses, des bonnes, des moins bonnes. On a aidé sur pas mal de choses. J'aime à croire qu'il y a eu un certain succès aussi. Donc, écoute, si je peux partager un peu d'expérience là-dessus, ce sera un plaisir. Comme tu l'as dit, effectivement, Anomia, c'est toujours un cabinet de conseil en stratégie dédié au cabinet d'avocats. Et tu as dit que je partais. On a vendu Anomia au groupe Xelia, et avec Valentin on a quitté Anomia, donc on n'est plus dedans. Et on part effectivement 4 mois en voyage, mais bon, on revient. 4 mois, c'est rapide. Je serai dans le coin. C'est clair. Donner un peu de contexte aussi, tu es associé du coup aussi chez Orama, donc qui est l'entreprise qui produit ces contenus. Ouais. Et aussi de Neria, qui est une agence de recrutement pour les cabinets d'avocats. Ouais, exactement. C'est ce qu'on a fait au bout de 1 an et demi ou 2 ans chez Anomia. En fait, à force d'être dans les cabinets d'avocats, on a remarqué qu'il y avait énormément de choses dont ils avaient besoin, parmi lesquelles il y avait de l'aide en recrutement.
et de l'aide autour de la production marketing. En fait, quand je dis production marketing, c'est pas le simple fait de le penser, ce qu'on faisait chez Anomia, c'est le fait de le produire, c'est-à-dire de sortir son site internet, de faire des posts LinkedIn, de faire effectivement toutes les actions à mener pour avoir un bon référencement SEO, etc., etc. Vous avez besoin d'aide là-dessus, et donc on s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant, nous qui avons cet insight-là et qui avons une connaissance du marché des avocats, d'aller chercher des gens qui sont capables d'entreprendre, dont toi, et de créer les boîtes qui correspondent, quoi, parce que chez Anomia, on n'avait pas vocation à tout faire non plus. Ouais, c'est clair. Mais vous aviez déjà, avec Val, l'idée d'ouvrir direct des boîtes. Enfin, vous avez lancé le truc, j'imagine. Vous n'êtes pas dit tout de suite, on va créer un... Mais très vite, vous avez eu l'idée de produire des boîtes autour de l'écosystème. Alors, ce qu'on a vu très vite, et moi, ce qui m'a étonné, parce que moi, je connaissais mal le secteur au moment où on crée Anomia. Valentin le connaît bien parce que lui a fait un DGCE, ses parents sont avocats, il a des amis avocats. Moi, je le connais très peu. J'ai fait HEC, j'ai pas particulièrement d'avocats dans mon cercle. Et en fait, ce qui m'étonne, c'est effectivement le besoin assez grand des avocats d'être armés sur tout un tas de sujets. Vraiment avec un spectre très large. Donc ça, ce besoin-là, ça allait très vite. Maintenant, ce qu'on dit aux avocats, forcément, on se l'applique à nous. Sinon, ce serait pas du jeu, comme on dit. Donc on a essayé de rester quand même spécialisé. Et si je devais le donner en des termes simples, le but d'Anomia, c'est avant tout d'aider et d'apprendre aux avocats à faire. Ouais. D'accord. En particulier tout ce qui concerne la stratégie, le développement commercial, etc. Mais donc la spécialisation d'Anomia n'est pas de faire pour le compte d'eux, c'est différent. C'est vraiment un modèle économique différent, c'est une valeur ajoutée différente. Certains l'appellent d'ailleurs le modèle agence en général. Et donc on s'est dit, on va pas se mettre à produire des sites internet pour les avocats, par exemple, dans le cas d'Orama, ça n'a pas de sens. Donc c'est plutôt une place pour une autre boîte. C'est pour ça que Et question que je t'ai jamais posée, alors on part déjà un peu sur le côté, mais c'est pas grave. Est-ce que tu avais eu d'autres idées de type d'entreprise qui auraient pu, alors hors outil de gestion, mais que vous auriez pu rencontrer des entrepreneurs sur des sujets et dire on aurait bien fait ça, on aurait bien fait ça. Des tonnes. Ouais, c'est vrai. En particulier avec Valentin. J'ai jamais posé la question. On peut être des vraies machines à idées là-dessus. Ouais. Valentin, tu sais ce que c'était la toute première idée d'entreprise? C'était pas des robes, c'était des robes d'avocat. Valentin qui me dit, mais tu sais pas, tu connais le système des robes d'avocat, c'est un truc qui coûte hyper cher. Pour pas mal d'avocats, tu l'utilises une fois dans ta vie et pourtant tu dépenses une fortune. Bien, on fait les robes d'avocat. Bon, on a décidé de ne pas y aller. D'ailleurs, c'est un peu le même constat sur les sites internet. C'est pour ça qu'on a pensé à Orama. C'est qu'on s'est dit, c'est fou parce que c'est hyper cher de faire un site internet. C'est les prestataires qui s'intéressent aux avocats et souvent c'est pas si bien que ça. Ouais, c'est clair. Là, je suis tombé sur un truc encore. Non, mais il y a 2 minutes là, bref. Parenthèse fermée. Et parmi les autres idées de boîte, il y en a eu plein. Il y en a toujours plein parce qu'il y a des choses qui sont encore sur le feu. Mais bon, des choses qui existent et qu'on pourrait améliorer, je pense, des coworking pour avocats. Ouais, c'est clair. On sait que le bureau est souvent un vrai sujet, un vrai poste de dépense aussi. Donc on réfléchit à mettre en place des solutions qui sont plus accessibles, donc moins chères, parce qu'on n'a pas envie quand on se lance de mettre une fortune dans un bureau, et pour autant qu'ils soient un peu plus qu'un simple bureau, qui permettent à des avocats de partager, alors, si ce n'est des dossiers, au moins ne serait-ce que des expériences, peut-être des lieux pour avoir des formations aussi, voilà, faire de ce lieu-là quelque chose, un vrai tremplin. Donc ça, et puis après il y a aussi d'autres idées de boîtes, il y en a d'autres sur les avocats, mais il y a aussi d'autres idées de boîtes qui sont plutôt sur d'autres secteurs, c'est-à-dire qu'on sait bien que les problèmes auxquels on répond pour les avocats avec Anomia, Neria, Orama existent aussi chez d'autres professions, libérales en particulier. Je sais pas, on pense aux experts comptables, on pense aux notaires, il y en a d'autres. C'est clair. Voilà. Mais c'est marrant, moi je connaissais pas du tout l'idée de... Pour moi, vous étiez précurseur de faire justement créer plein de boîtes sur des sujets, etc. Mais ça se fait de plus en plus. Mais la verticale positionnement plutôt que la verticale, juste on crée une agence généraliste, puis en fait on fait un truc très précis dans l'agence généraliste et on ouvre sur d'autres secteurs. Vous l'avez pris plutôt sur la verticale. Ouais, il y en a plein qui l'ont fait avant nous. C'est des stratégies classiques. Horizontale ou verticale, souvent on appelle ça d'ailleurs. Ouais, plutôt. Si je caricature, t'as un peu 2 options. Soit je garde ma cible et je fais plus de choses pour ma cible, soit je fais toujours la même chose mais j'ai plus de cibles qu'avant. Et puis vous savez, typiquement en plus, là pour Orama, pour donner un exemple, verticale très ciblée,
Horizontal, pareil, très ciblé. On fait que les sites pour le moment. Ouais. On fait 2-3 petits trucs en plus, mais c'est parce qu'on aide des clients et on est ouvert à des propositions intéressantes. Mais moi, je trouve que, au début, je disais, qu'est-ce que j'y gagnerais beaucoup plus à avoir tout le monde. Et en fait, dès que j'ai des propositions ailleurs. Alors ça, c'est intéressant. Ça peut aider aussi notre ami avocat. Enfin, si on fait un parallèle. Ouais, carrément. C'est le but. Hein. En fait, quand tu montes une boîte, en particulier avec peu de moyens, parce que nous, quand on a monté la boîte avec Anomia, quand on a monté Anomia avec Valentin, pardon, on a mis 500 € chacun. On n'avait pas trop d'assises financières, quoi. Donc, gros. Faut y aller. C'est clair. En particulier quand tu lances avec peu de moyens, en fait, t'as pas le choix. Tu es obligé d'être ciblé. Par contre, tu as plusieurs manières de cibler, de centrer ton service. Si je caricature encore une fois, tu trouves 2 grandes manières. Soit je cible très fort sur le métier. En fait, je fais une bêtise dans ton secteur, je fais que des landing pages. Ouais. Landing page, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le type de site où il y a une seule page qui se déroule, etc. Je fais que ça. Par contre, je le fais pour aller un peu plus de cibles. Soit je spécialise en termes justement de clientèle, de cible. Je peux faire plus de choses pour cette même cible, mais par contre, je suis très identifié sur une cible précise. J'insiste sur le précise. Ouais. Une cible précise, ça n'est pas les PME en France. Ouais. D'accord. C'est par exemple, je sais pas, les avocats je sais plus combien il y en a, c'est un truc de fou. Ouais. Et ouais, on a choisi de faire ça. Déjà parce que c'était le secteur de cœur de Valentin, et que Valentin le connaissait bien. Et puis c'est vrai que il y avait plein de choses à développer avec ces gens-là qu'on a appris à apprécier. Et puis ça nous permettait forcément d'être ultra identifiés. Ouais, c'est clair. Et puis moi, pour avoir bossé chez Anomia, et aujourd'hui, ça me fend le cœur à chaque fois que j'ai un avocat qui vient me voir pour un site internet et qui me dit vous me ferez 10 pages pour mes 10 domaines de compétences et mes 15 000 différentes personnes que j'accompagne. Je suis toujours mais bon, il faut que je m'en défasse parce que dans un sens, la personne elle veut un site internet, peut-être qu'elle cartonne et qu'elle a pas besoin de ce que je vais lui raconter. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien, c'est important. Les métaphores. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les métaphores un peu boiteuses. mais là-dessus, moi, ça me fait toujours penser à ces restaurants qui font, burger, tacos, pizza, mexicain, tout ce que tu veux. Moi, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. C'est clair. Bon. Ok. Et du coup, pour recibler un peu sur le côté un peu marketing et accompagnement, donc toi, tu as accompagné un paquet de monde, des plus petits comme des énormes cabinets. Ouais. Partons sur plutôt les plus petits, justement. Quelles étaient les grosses problématiques que vous aviez souvent, auxquelles vous faites souvent face? C'était souvent le problème par rapport au marketing, tu veux dire? Par rapport au marketing en règle générale. C'est-à-dire comment ces gars-là, ils n'arrivaient pas à se faire parler d'eux, ou alors, quelle était la problématique numéro 1 en général? Alors, par rapport au marketing, alors déjà, je fais une petite précision juste pour ramener ma science. Ouais. Ça dépend de ce que tu appelles marketing. Si on appelle marketing, moi, je trouve que marketing marché en anglais, ouais. Marketing, finalement, faire coller au marché. C'est-à-dire qu'en théorie, dans le marketing, il y a énormément de choses. Il y a le prix du service, il y a la manière dont on va le dispenser, il y a évidemment la communication, il y a plein de choses. Après, en général, on utilise tous un abus de langage pour confondre un petit peu marketing avec communication et acquisition. Donc, si on parle de ça en particulier, pas mal de sujets. Mais les sujets qu'on retrouvait le plus, tu veux dire? Ouais, les sujets que vous retrouvez le plus, les problématiques. Ok. Première problématique numéro 1, des cabinets qui ont besoin de clients et qui font rien. Ouais. Donc voilà, il n'y a rien. C'est-à-dire que tu es là, bon, ton audit, il est vite fait. Qu'est-ce que tu fais en termes de communication pour attirer les clients? J'ai un site internet qui est souvent un peu naze. Et puis voilà, de temps en temps, je vais à un congrès où il n'y a que des avocats, si je caricature. Donc première problématique, je ne fais rien. Deuxième problématique, je fais des choses, mais ces choses-là sont mal pensées. C'est-à-dire que la plupart du temps, on cible des événements, des canaux. On pourra expliquer ce que c'est qu'un canal. C'est finalement un lieu digital ou physique où rencontrer son client d'une certaine manière, qui ne sont pas adaptés du tout aux clients que je veux. Par exemple, je veux des PME en France et en fait, je vais faire des conférences auxquelles il n'y a que des avocats, éventuellement 2-3 directeurs juridiques de grands groupes. Oui, il n'y a aucune chance d'avoir des clients. C'est clair. Deuxième problématique. Troisième problématique, hyper importante, parce que celle-là, tu parlais de bon sens tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup au bon sens, en particulier quand on parle de développement commercial comme les nôtres. On n'est pas en train je dis souvent, on n'est pas en train d'envoyer des fusées sur la Lune. On est en train de chercher 2-3 clients, si je caricature. Des avocats
finalement, qui disent ce qui va de soi. C'est-à-dire qu'en fait, ça je suis d'accord. Qui sont là à ça dire, insulte. en fait, voilà, ils font de la communication, ils font des choses. Ouais. Mais en fait, l'essentiel de leur message, c'est quoi ? C'est je suis un avocat compétent, c'est comme ça qu'ils le disent, ou expert, réactif, exactement. Je travaille en toute déontologie dans l'intérêt de mes clients. Ce sont des platitudes. Et en fait, dans un monde où on a autant de communication, où on a autant de choix, où on est autant exposé finalement aux concurrents de ce même avocat-là, qu'on prend comme exemple là, qu'en fait, tout ce qui est plat, on le lit pas ou on ne l'écoute pas. Enfin, en tout cas, ça tombe aux oubliettes. Quand je m'étais un peu intéressé à la rhétorique, c'est un truc qui m'intéressait, donc j'ai lu des trucs, j'ai écouté aussi. Une phrase qui est classique, qui est ce qu'on dit, c'est ce qui ne va pas de soi. Si j'en viens à te dire quelque chose, c'est que je te dis quelque chose qui n'est pas évident. Tu vois, je vais pas te dire que je suis en train de te parler. Là, on est deux dans cette salle, c'est évident. Si je te dis quelque chose, c'est quelque chose qu'a priori tu ne sais pas ou qui ne va pas de soi. Et pour les avocats, c'est pareil. Donc, ne dites pas que vous êtes expert. A priori, on se doute bien que vous n'allez pas dire que vous n'y connaissez rien. Dites plutôt en quoi vous êtes expert ou grâce à quoi. Est-ce que c'est grâce à certaines expériences dans certains cabinets ? Est-ce que c'est grâce à des expériences en entreprise aussi, par exemple ? Est-ce que c'est par rapport à une manière de travailler qui est spécifique ? Et là, il faut être concret. Donc, il faut arrêter de dire des platitudes et rentrer un petit peu dans le particulier, dans le précis, quoi. Dernière chose, petite astuce que je donnais souvent du coup à mes avocats dans ce sens-là. C'est faites le test rétroactif. C'est-à-dire que vous écrivez quelque chose, vous vous apprêtez à dire quelque chose. Si l'inverse de ce que vous allez dire, de ce que vous êtes en train d'écrire est absurde, il ne faut pas le dire. Voilà, je travaille dans l'intérêt de mes clients. Pour le coup, pour faire du wording sur les sites web ou des trucs comme ça. L'inverse, ce serait je travaille contre l'intérêt de mes clients pour essayer de les saborder. Mais bien sûr que c'est absurde. C'est clair. Je parle allemand, ça, c'est pas absurde. Tout le monde ne parle pas allemand. C'est clair. Pour et c'est des bons moyens pour. Moi, nous, on épluche des tonnes de sites tout le temps, et donc en fait, ce que tu racontes là, c'est ce qu'on voit toute la journée. Et c'est ce que je répète à longueur de journée, c'est les adjectifs amélioratifs, on les lit même plus, on les capte même pas, on est ça n'apporte rien. Et en fait, ce que les gens veulent savoir, c'est l'information précise de comment vous allez pouvoir les aider. Et donc en règle générale, c'est plutôt de parler de qu'est-ce qu'on met en place concrètement, qu'est-ce que je fais. Qui êtes-vous? Donc tout de suite la personne elle peut se dire moi je suis ça donc je vais là. Ensuite c'est comme ça qu'elle va m'aider. Bien sûr qu'on se présente, on est avocat et tout, mais un des trucs qu'on peut faire sur les avocats, on peut faire ce constat là, donc pour les aider à faire ce constat, regardez des gens qui sont à l'aise avec le digital. Pas forcément des jeunes, on aurait pu rentrer dans ce cliché, parce que maintenant il y a plein de gens qui sont à l'aise avec le digital, c'est plus une question d'âge. Se comporter un peu derrière leurs épaules sur des sites. Pas sur son site en lui ayant demandé ce qu'il en pense, parce que du coup, mécaniquement, la personne à qui on a demandé de l'aide va passer du temps. Mais se mettre un peu derrière l'épaule d'un ami, et regarder comment ils consomment un site internet finalement. Et on va se rendre compte de ce qui est très connu dans le milieu du marketing, dans les études marketing, qui est que typiquement un client prend 7 secondes pour choisir de rester ou pas sur un site web. C'est une vraie stat ça. 7 secondes, c'est hyper court. Donc en fait il va falloir qu'en 7 secondes vous lui ayez donné toutes les infos nécessaires à ce qu'un client pertinent reste sur le site. Ça, c'est hyper dur. Et en fait, c'est dur. Et ça, je jette la pierre à personne parce qu'on fonctionne tous comme ça, on est foutus comme ça. Quand on fait son propre site internet, on se dit que tout le monde va lire tous les trucs. Pas du tout. On va lire les gros titres, on va essayer de chercher en survolant les informations importantes, et donc il faut ne pas dire des platitudes, hiérarchiser l'information, c'est-à-dire guider l'œil en fait. Où est-ce que je dois regarder en tant que visiteur de site web, plutôt que de m'envoyer des grand pavé c'est terrible, ça. Souvent avec la photo à 3 de l'avocat, si je peux je plaisante. Mais on n'est pas comme ça. On tape un peu sur l'avocat, ça paraît taper sur l'avocat, mais en fait c'est même pour nous-mêmes. C'est plutôt sur les oui, je sais que je peux sonner un peu dur parfois. C'est plutôt sur les usages classiques ou anciens de la profession, mais qui parfois peinent à disparaître. Et puis, pour le coup, pour diluer, enfin pas diluer, mais ne pas jeter des pierres trop violemment. Bien sûr. En fait, c'est des travers que vous allez retrouver chez tous ceux qui n'ont pas fait d'études commerciales. Parce qu'en fait, le constat d'Anomia qu'on a créé à l'origine, c'est quoi ? C'est tout simplement... Un avocat, finalement, c'est un artisan du droit. On lui a appris un métier.
Et en fait, on lui a pas appris à créer une boîte. On lui a pas appris à être commercial. On lui a pas appris à être manager. Et ça, c'est des problématiques. Je suis bien passé pour le savoir parce qu'on a été approché par un paquet de monde qu'on va retrouver chez les médecins, chez les architectes, énormément. Et ça, donc tout ce dont on parle, c'est pas propre aux avocats en réalité. On va le retrouver un peu partout. C'est clair. Et puis, en plus de ça, enfin parce que même, tu vois, dans notre communication, de temps en temps. On peut être un peu dur et en fait on s'en rend pas trop compte parce que nous on voit des fois des folies, en fait on est tellement dedans, moi, dans les sites internet, le marketing, donc forcément je peux être un peu dur sur ce que je peux raconter par rapport aux avocats, mais il y a aussi le côté un peu déonto, je pense, où des fois ils se mettent des barrières là où il n'y en a pas forcément parce qu'ils sont pas toujours au courant, ils savent pas trop où, et en plus de ça, comme tu dis, pas de Alors maintenant je le prends dans l'autre sens. Parce que on pourra parler du fait d'ailleurs d'être clivant dans les communications. En quoi est-ce que c'est souvent quelque chose qui marche très bien. Force d'être clivant, parfois on oublie un petit peu de prendre les choses dans le bon sens. Faut pas oublier que c'est un métier qui a une déontologie, mais il en a besoin. C'est-à-dire que c'est un métier qui est particulier, avec lequel on peut pas faire n'importe quoi. Par contre, donc ça il faut le dire, il faut le poser là, il faut partir de là. Par contre, on parlait de bon sens. Enfin, tu vois, quand tu me connais, ça peut être le titre de s'il doit y avoir un titre à une intervention de ma part, c'est plutôt le roi sens. Du bon sens. Enfin, en tout cas, ce que j'essaie de rechercher, j'ai pas la prétention d'avoir le bon sens idée, mais en tout cas, ce que j'essaie de rechercher. Et à partir de cette déontologie, qu'est-ce qui est vraiment, entre guillemets, nocif à un client? Qu'est-ce que vraiment il faut que j'évite de faire? Moi, à titre personnel, ça n'engage que moi, quand j'ai un client entreprise qui a fait appel à, je sais pas, un fiscaliste, n'importe quel type d'avocat, qui donne son accord, non pas pour qu'on dévoile son dossier, mais pour qu'on donne son nom sur un site internet parce qu'il est satisfait, je vois absolument pas en quoi c'est un problème et en quoi ça peut porter préjudice au client ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'il ne faut pas parler en détail de n'importe quel dossier pour que tout le monde voit ses affaires privées en place publique. Bien sûr que non. Par contre, bon, il y a certaines choses... Non, et puis c'est hypocrite, mais ça je le dis tout le temps aussi. C'est les plus gros cabinets qui, bien sûr, ils n'ont pas autant peur qu'un petit câble de ce que peuvent tomber en termes de sanctions et qui mettent en fait les gros deals qui tombent. Et c'est la plus belle affiche qu'on peut avoir. Moi, en tant qu'agence, et en fait, on vend de la confiance, que ce soit avocat, une agence, un cabinet de conseil. C'est de la confiance qui est vendue. Et donc, moi, la meilleure chose, et je rêverais de créer une boîte où finalement il n'y a pas de commerciaux parce qu'en fait, les projets sont tellement peaufinés, la clientèle vient d'elle-même. Et en fait, c'est le travail qui... et nous, on met qu'en avant ça. Le but, c'est de mettre, à terme, c'est de mettre en avant le travail qu'on fait, parce qu'on en est fier, parce qu'il est pop, parce qu'il est propre et parce qu'il a le bon rapport qualité-prix et que nos clients parlent de nous. Et donc, c'est l'idéal dans un sens. Et les avocats qui ne le font pas, qui ne mettent pas justement... comment ça s'est passé avec un client, tu vois, alors qu'ils ont des avis Google et qu'ils pourraient très bien le mettre sur leur site web. L'erreur, c'est de croire que ça va se faire tout seul. Ça, on l'a beaucoup entendu chez les avocats. Le meilleur commercial, c'est le bouche à oreille, bien sûr. Par contre, tu vois, ce que tu dis, il faut le montrer. Je ne veux pas le voir tout seul, le travail qui est fait. Donc en fait, beaucoup d'avocats en fait, se cachent derrière ça, consciemment ou inconsciemment, à mon avis, de mon expérience en tout cas, parce qu'ils ont peur ou la flemme. Il y a beaucoup de faire du commercial. Ils disent mais de bouche à oreille, le meilleur client, et ils font rien. Et ouais, mais ça marche pas. Effectivement, le bouche à oreille est le meilleur commercial, mais il y a quand même commercial dedans. Faut bouger, faut communiquer, faut mettre en avant, faut attirer, parce que les gens, on n'est pas toi comme moi, comme n'importe quel avocat, on n'est pas le nombril du monde. Les gens ne s'intéressent pas à nous comme ça. C'est clair. On s'en rend vite compte quand on lance une boîte. Moi, quand je lançais la boîte, je me suis dit ah putain. Je sais pas, j'allais partir en vacances, je me disais putain, tout le monde va venir me chercher. La personne. Non, je vais pas faire ça tout de suite parce que si ça a trop de succès, je pourrais pas sortir tous les dossiers. Là, et puis il y avait personne et en fait, moi ça c'est ce que je range dans la catégorie des bons problèmes, ça. On veut des bons problèmes. Si tu as une action commerciale que tu lances et qu'elle a un succès monstrueux, que tu as 200 clients qui arrivent d'un coup alors que tu es tout seul, bah ça c'est un bon problème. Et on va pouvoir étaler les clients, les trier, dire voilà, je suis... Voilà, un mauvais problème, c'est exactement ce qui va se passer quand je me dis j'ai trop de succès dans mon action commerciale, du coup je la fais pas, du coup j'ai pas de clients, du coup j'ai un trou de trésor et en fait j'arrive plus à me payer. Ou j'arrive plus à payer mes collabs. Ou je tire la langue et voilà. Ça c'est un mauvais problème et on n'en veut pas. J'en profite pour parler du coup... tu vois, on parlait de coups de com et machin. Et en fait, quand je suis allé chez Anomia, dans un sens, j'ai adoré le côté. En fait, j'ai repris mes cours de marketing, parce que marketing B2B, de cabinet de conseil, de prestation de services intellectuels. Et ça m'a tout réappris.
sur comment on développe une activité de ce type-là. Donc, ce qui me sert beaucoup pour Orama, même si des fois, il faut que j'arrive à m'en défaire un petit peu. Et vous avez mis en place plein de choses qui pourraient être en fait déclinées pour les cabinets d'avocats. D'ailleurs, souvent, les formations que vous donniez, l'exemple numéro 1, c'était Anomia. On peut toujours mettre Anomia en exemple. Et est-ce que tu as des anecdotes, alors le métro, genre de choses qui peuvent être intéressantes de raconter et qui pourraient être faits dans des cabinets, des trucs sympas, parce que c'est pas pour taper encore sur les avocats, mais je trouve que les coups de com sont rarement faits et c'est dommage parce qu'en fait il y a plein de trucs à faire sur des sujets un peu rigolos. En fait, les coups de com sont rarement faits, et je vais donner des exemples là. T'inquiète pas, je vais pas expliquer la question. Sont rarement faits avec nos avocats parce qu'en fait, un vrai coup de com demande en général d'être. Souvent il est provocateur quand on regarde. D'une certaine manière, ou au moins pour une certaine catégorie de personnes, il va être provocateur, ou au moins il sort des sentiers battus. En fait, un vrai coup de com', un carton, ça va pas se faire sur, sans sortir du sentier. Tu vois, tu parlais du métro, Valentin en a peut-être parlé avant. Donc il est pas passé ici. Ah d'accord. Non, okay. C'était chez Anomia. Bah écoute, si tu veux l'anecdote du métro, on était dans le métro avec Valentin pour aller chez un client. Et je sais pas, on parle de tout, de rien, on s'interdit jamais de lancer des idées. Et je sais plus exactement comment ça se passe, mais il y en a un qui lance. Tu crois que ça marcherait si on faisait une campagne dans le métro ? Et là, bon, on s'ensuit une petite tranche de rigolade en disant mais les avocats prennent pas le métro, non mais tu charries, c'est vrai qu'ils sont pas tous comme ça, il y en a qui prennent le métro tout. Mais bon, on se demande, tu vois, tout. Et en fait, on parle et on se dit mais en fait, c'est quoi le plus important ? Est-ce que c'est d'avoir ta pub dans le métro ou est-ce que c'est que les gens sachent que tu es dans le métro ? C'est pas la même chose parce qu'en fait je sais pas pourquoi mais les gens associent vachement le fait d'être présent dans le métro à une boîte, tu vois, qui est conséquente, qui a de la gueule quand même. C'est t'es dans le métro, ça y est, ta grand-mère est rassurée quand t'es entrepreneur, tu vois, genre un peu de la même manière que quand tu ça passe dans le journal, on te demande toujours t'as combien de salariés pour savoir si c'est un truc sérieux. C'est le métro c'est vachement sérieux et donc on demande parce que quand même t'as beaucoup de gens qui vont dans le métro. Ouais, de toute façon, on n'aurait pas l'argent pour aller dans le métro, tu vois. Parce que on n'aurait pas l'argent. On n'aurait pas l'argent à mettre dans une campagne de métro, tu vois, surtout avec cette incertitude-là. Et là, d'un coup, on se regarde, on pourrait faire semblant. et on n'était pas si loin de ça du 1er avril. Et on avait à l'époque une stagiaire en communication qui s'appelait Pauline, qui était vachement balèze en photomontage. Et donc on est allé à Sentier, à la station en bas du bureau avec Valentin, posé devant une affiche random, qui n'était pas du tout la nôtre. Le reste de l'équipe a fait ça aussi dans d'autres affiches. Et Pauline a fait les photomontages qui étaient genre super bien faits. Tu vois, c'est vrai que c'était bien fait. Je sais plus quel était le slogan exactement. Je crois que c'était une photo d'Anomia et non, il y avait un slogan, tu vois, n'ayez pas un wagon de retard, tu vois, pas mal. Conneries comme ça. Et donc 1er avril, on envoie sur LinkedIn, Anomia est dans le métro, incroyable, photo de la campagne de pub et tout. Et là, ça explose. C'est-à-dire que tout notre réseau, like, commente, mais incroyable, vous êtes dans le métro, etc. Il y a eu quand même 2-3 histoires rigolotes avec ça. On a été appelé par un journaliste. Vous êtes dans le métro, etc. Et du coup, il voulait nous vendre un truc. Tu sais, c'est ce pseudo-journaliste là, qui vend des présences d'antenne. On lui a dit non, mais on paye jamais pour de la communication. Il dit vous payez les campagnes dans le métro. Pas payé dans le métro. Comment vous dire ? Voilà, j'ai eu pas mal de gens d'HEC qui m'ont appelé pour me demander combien ça coûtait pour leur propre boîte. Et je pense que l'histoire pépite, personne ne se reconnaîtra, on nommera pas. Mais il y a un avocat qui a été voir Valentin en disant j'ai vu ton affiche dans le métro, je l'ai pris ce matin, elle est vachement bien, etc. Comme s'il l'avait vraiment vu dans le métro, tu vois. Et Valentin a pas osé. Qu'il vous le pied. Il n'a pas osé dire que c'était vous. Mais du coup, pour revenir sur notre débat tout à l'heure, en fait, quand on prend le métro, tu vois, l'exemple est bon du coup, parce que c'est pas ultra polémique. Non, tu vois. C'est drôle en fait. Par contre, c'est un peu en des sentiers battus, tu vois. La plupart des avocats n'auraient pas fait ça. Pour des questions, justement, on en parlait tout à l'heure de déontologie. Ouais, sûrement. Non, mais en fait, je sais pas ce qu'il en est en vrai. Les gens vont croire que je suis vraiment dans le métro, mais en fait, je mens. Donc, tu vois, il y a quand même ce truc-là sur les sentiers battus. Et si je te donne un deuxième exemple sur un coup de com' qui lui est polémique, que j'ai fait. Ton article sur la facturation. J'en ai fait plusieurs, des articles un peu choquants,
polémique ou provocateur. Est-ce que tu dis ça à quelqu'un qui n'est pas avocat ou dans non, le c'est secteur? pas choquant, c'est pas du tout choquant. Provocateur quand tu connais les avocats. J'avais écrit notamment, il y en a eu plusieurs, mais celui qui avait fait le plus de bruit, c'était un article dans lequel je détaillais une thèse qui est mienne, selon laquelle le taux horaire, la facturation au taux horaire va progressivement disparaître, pas disparaître, mais réduire. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus facturer au forfait, à l'abonnement, sur d'autres formes, y compris chez les avocats. J'ai écrit cet article tard la nuit, un peu énervé, parce qu'il y avait des avocats qui m'avaient pris la tête. Et je me suis à l'avoir écrit en disant ça m'étonne pas, tiens. Ça va leur faire péter les plombs. Tu sais, dans mes tournures de phrases, j'étais là en mode soit un peu plus sanglant, un peu plus tranchant, un peu plus assertif et tout. Et le titre, j'avais fini à genre 1h du matin en mettant la facturation au temps passé est déjà morte. Oui, c'est vrai. Donc ça avait fait énormément réagir. Négativement aussi. On avait eu une petite partie d'avocats, mais qui était très virulent. En disant c'est n'importe quoi, vous savez pas du tout ce que vous dites, c'est un scandale, blablabla, etc. Et en fait, c'est là où ça c'est intéressant en termes de marketing. Nous, ça nous fait pas peur. Ça nous fait pas peur parce qu'en réalité, ces gens, d'une part, ils nous donnent de la visibilité via les algorithmes. C'est-à-dire que comme les gens s'engagent et réagissent sur un post, sur des choses, l'algorithme porte, beaucoup de gens le voient. Premièrement. Et deuxièmement, en fait, ils font que nous rendre service parce qu'ils soulignent notre positionnement. Là, je vais parler aussi du coup de ce qui fait qu'une marque est forte ou non. Une marque est forte quand elle a une conviction qui lui est propre et que cette conviction, par définition, n'est pas partagée par tout le monde. Tu vois, nous, on pense que les avocats, finalement, sont des entrepreneurs comme les autres. Ils doivent apprendre à être des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Alors, on est de moins en moins seuls. Mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça, qui pensent que non, les avocats ne sont pas des entrepreneurs comme les autres. Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec vous, tu vois. C'est à partir de là qu'on va trouver quelque chose. Et donc, en fait, quelqu'un qui réagit même avec haine sur un article comme ça, alors que l'article, c'est juste une stratégie business comme une autre, tu vois, en fait, il souligne notre positionnement. Et donc, ça fait que, évidemment, les gens qui ne sont pas d'accord avec nous et qui nous détestent, vont encore plus nous détester, ils vont aller voir, comme tout le monde fait, tu sais, dans les commentaires, pour aller voir les bains de sang. C'est clair. Il va falloir bien envoyer, t'as vu ce qu'ils lui ont mis dans la tête à Anomia. Bien sûr, mais par contre, si tu prends les gens qui nous intéressent, c'est-à-dire qui sont d'accord avec nous, qu'on connaît ou qu'on connaît pas encore, mais qui sont d'accord avec cette thèse-là, eux, en fait, à la lecture de ces commentaires, ils vont voir Anomia de manière positive. En disant, tu vois, c'est encore l'arrière-garde qui tape sur ces petits jeunes-là, mais c'est qui ces petits jeunes-là? C'est intéressant ce qu'ils font, etc. Ouais, bien sûr. Et là, ça va porter. Mais encore une fois, tu vois, tu parlais de coups de com' et de coups de... je sais plus comment tu as tourné le truc. Je sais plus, mais coups de com'. Ouais, coups de com'. Là, c'est provocateur. Mais en fait, oui, si tu veux que ça fasse réagir et que ce soit un peu viral, forcément, il faut être... c'est clair. Et puis souvent, faut sortir des sentiers. Pour l'avoir vu en interne, on a toujours l'impression qu'on les récupère à jamais. Et en fait, tu les rencontres en vrai. Et puis ça casse tout. Et en fait, les mecs qui disent, en fait, ils sont sympas. Oui, on est des humains en fait. Et derrière, tu récupères plein de gens. Alors bien sûr, il y a des gens qui aiment moins, etc. Mais en règle générale, les gens, dès que tu les rencontres. Ça a des défauts, c'est agaçant. Hein. Enfin, on va pas se mentir, on l'a beaucoup utilisé, mais ça fatigue quand tu lis LinkedIn. Hein. Moi, je te le dis comme je le pense. Tu lis LinkedIn pendant 20 minutes, t'as envie d'aller te reposer, de lire un bouquin, tu vois. Parce que justement, et ça c'est un problème qui est beaucoup plus large, qui est un vrai problème de société, mais les algorithmes sont faits de manière à ce que tu aies besoin d'être tranchant en fait. Et tu vois, tu as beaucoup de gens qui rencontrent, notamment Valentin, parce que Valentin est plus présent, était plus présent à l'époque sur les réseaux, et qui disent, en fait... il est pas si comment je dirais, il a pas si de temps la grosse tête que ça. En fait, il est pas si assertif que ça dans la vraie vie. Oui, non, c'est juste que bien. Voilà, ce serait l'enfer. Non, sinon je me serais jamais associé avec lui. C'est quelqu'un de très humble qui se remet en question, qui réfléchit. C'est clair. Mais en fait, malheureusement, LinkedIn et les réseaux sociaux en général n'ont pas toujours la place pour la demi-mesure. Ouais. Mais c'est important de le dire, je trouve, et c'est important de ne serait-ce que tous ces petits trucs-là, parce que sur les sites internet, sur le fait d'accepter un positionnement, de dire, de renoncer à des choses pour en fait briller sur d'autres, parce que c'est un débat que j'ai l'impression qui pourtant qui a été vu des tonnes et des tonnes de fois, qui est toujours... Alors là encore, je nuance dans le sens où c'est pas tant renoncer.
Alors je vais te faire une réponse de politique, hein, mais quand même, c'est pas tant renoncer, c'est plutôt insister sur d'autres, faire ressortir d'autres choses. Tu vois, à court terme, tu vois, je sais que, j'ai une connerie, hein, mais que l'offre que je vends souvent à un nouveau client, ou que le service que je vends souvent à un nouveau client, c'est, je fais une bêtise bateau, mais c'est la création d'entreprise, et pas la refonte des contrats de travail. Okay. Bah en fait, je vais prioriser la création d'entreprise sur ma communication. Je vais parler principalement de ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas autre chose. Donc, soit à court terme, soit à long terme. En fait, nous, si on avait eu envie d'adresser aussi les notaires, tu vois, tout comme plein d'avocats ont envie d'avoir des tonnes d'entreprises différentes de toute nature, de nature très diverse. Bah oui, parfois, en termes de stratégie d'entreprise, c'est plus intéressant de prioriser certains types d'entreprises au moins pendant une année, au moins pendant 6 mois. Et après, d'aller faire des petits bons de puce pour élargir sa cible et aller chercher d'autres boîtes. Et puis, ça fait, franchement, nous, on a eu des propositions de projets sur d'autres secteurs d'activité. Alors, en général, on dit non. Ça nous arrive de déroger un peu et tu sens quand même que tu perds un temps fou. En fait, excuse-moi, c'est là où tu as raison. Je te coupe parce qu'il y a un truc qui est hyper important. Souvent j'ai passé du temps avec les avocats pour leur faire comprendre cette logique-là, ce mode de pensée. Instinctivement, on réfléchit en termes de stratégie d'entreprise comme si on avait un temps illimité. En fait, pour te prendre un exemple très simple, notre cerveau a du mal à dire on me tend un chèque de 1000 € pour faire ce service-là, alors que j'ai le temps de produire pour ce... C'est complètement idiot de refuser ces 1000 € là, tu es d'accord avec moi? En fait, on me tend 1000 €, il faut que je les prenne. Je sais faire ce que me demande la personne, donc je fais. De toute façon, j'ai le temps, j'ai pas assez de dossiers pour combler toute ma journée. J'aurai 1000 € en plus. C'est pas bon de réfléchir comme ça. En tout cas, réfléchir à long terme, comme ça n'est pas le plus efficace. Il faut essayer de réfléchir en retour sur investissement par rapport à un temps donné. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'on n'a pas un temps illimité, d'accord ? On a 24 heures dans une journée. Et en fait, il faut se demander où est-ce que notre temps a le plus de valeur ajoutée à moyen, voire long terme, si possible. Je rajoute toujours un si possible parce que si vous avez le couteau sous la gorge avec le loyer, c'est plus difficile à dire, d'accord ? Par contre, si vous arrivez à peu près à payer vos charges, okay, ce qu'il faut se demander, c'est les 5 heures qu'il me faut pour produire ce dossier-là, ce 1000 € qui n'est pas dans ma spécialité, tu vois, ou qui est un trop petit dossier pour moi, en fait, où est-ce qu'elles sont les plus à valeur ajoutée à moyen et à long terme ? Est-ce que c'est produire pour ces 1000 € là, ou est-ce que c'est les mettre dans du développement commercial, dans de l'acquisition, dans du marketing ? Souvent, quand vous n'êtes pas spécialisé sur ces petits dossiers-là, la réponse est les mettre dans du développement. Ou dans du suivi client, tu vois, rappeler, faire des choses que les avocats font jamais. Appeler leurs meilleurs clients. Non mais tu te rends compte ? Les avocats ne font jamais ça. Il y a des clients, ils leur donnent, alors non seulement ils leur donnent beaucoup d'argent, mais ils leur confieraient leur famille, tout. C'est clair. Et ils les appellent jamais. Pour prendre des news, pour. Mais pour prendre des news, bientôt. Pour avoir des retours. mais si vous vous rappelez pas, engueulez-le. Mais oui, il faut appeler ses clients. C'est clair. Pour ça, il faut avoir le temps de le faire. Faire des petits cadeaux, des petits machins, non, pas pour avoir le temps de le faire. Ça, je le dis aussi souvent. Il faut prendre le temps de le faire. Parce que autre problème, désolé, je deviens une machine à parole, je m'arrête là-dessus. Très bien. Poser tes questions. T'inquiète. Mais autre problème classique des avocats, ils ont souvent été formés comme s'il n'y avait pas de commercial, de relations clients, de management, de finances à faire. D'accord ? Donc en fait, naturellement, le temps s'étale sur toute la plage disponible, ça c'est une règle d'or. Donc naturellement, les dossiers et la vie d'avocat producteur a empli toute leur journée. Et donc souvent, quand on discute avec eux, la réponse classique c'est « mais j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps de manager, j'ai pas le temps de faire le développement commercial, j'ai pas le temps de faire la finance. C'est pas la bonne réponse. La réalité, c'est qu'il faut le prendre ce temps-là. Non, et ça se fera pas en facilité, en toute facilité, tu vois. C'est clair. Comme dirait l'autre, moi, je disais souvent, j'ai rien à offrir à part de la sueur, du sang et des larmes. C'est-à-dire que oui, ça va faire mal, mais en fait, il va falloir prendre du temps là où vous en avez pas parce qu'on vous a pas habitué à le prendre, tout simplement. C'est clair. Et en plus, du coup, qu'est-ce que tu penses de est-ce que tu penses que les avocats doivent vite se former ? Tu vois, par exemple, il y a aussi autre chose, c'est apprendre à déléguer et à assumer le fait de lâcher les trucs, externaliser. Et qu'est-ce qui est pour toi les premières choses ? Alors, tu vas peut-être dire site internet parce qu'on est là, mais c'est pas forcément l'idée. C'est qu'est-ce que je me lance ? J'ai un petit billet à mettre un peu sur différentes choses. Je sais pas comment gérer mon budget
pour me lancer, voilà, je sais pas, j'ai 30 000 euros pour le lancement d'un cabinet, je ne sais pas si c'est beaucoup. Qu'est-ce qui est pour toi important d'aller externaliser rapidement pour pouvoir me concentrer justement sur vite aller récupérer des dossiers pour pérenniser mon activité, pour en avoir vécu? Ça dépend de qui tu es, de tes objectifs. Ouais, c'est toujours ça aussi. Bah ouais, c'est ça le problème. C'est clair. C'est ça le problème. Ça dépend de quel est l'objectif que tu as financièrement. Est-ce que tu veux te payer ou non sur la première année, la deuxième année? Est-ce que tu veux te payer rapidement? Ça dépend. Déjà, assumer de ne pas pouvoir se payer. Ouais. Il y en a, ils ne l'imaginent pas, je pense. Alors, Ça dépend. Des fois, tu n'as pas le choix. Des fois, c'est des gens qui ont un peu d'argent de côté pour lancer leur cabinet. On peut très bien se dire, on ne se paye pas pendant un an. Il y a des gens qui le font. Ça dépend de la situation de chacun. Mais en fait, souvent, la réalité, c'est que les avocats qui se lancent, certains avocats qui se lancent, ne se posent même pas ces questions-là. C'est-à-dire, quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux faire, à quel niveau, et concrètement, pas être un avocat de qualité avec des clients bien. Tu fais disponible. Genre, est-ce que je veux me payer? Si oui, oui, je veux me payer, mais souvent. Combien je veux me payer? À quel horizon? Avec quel client? Est-ce que je veux exercer seul? Ou avec des associés? Ou avec des collaborateurs? Ou est-ce que je veux rester indépendant? Tout ça, c'est une question. Et donc, les premières choses à déléguer, ça dépend énormément de la situation. Déjà, la règle d'or, finalement, que peu de gens, enfin en tout cas, j'ai croisé peu d'avocats qui l'avaient vraiment intégré ça, c'est que dans une situation où l'avocat, on a un des meilleurs avocats en face de soi, en termes de performance finalement, souvent ça va avec un peu le droit aussi, mais en termes de performance économique, en termes de stratégie, c'est un avocat qui va déléguer quasiment tout ce sur quoi c'est pas lui l'expert. Ouais. Tu vois, et en fait ça se fait progressivement. Évidemment qu'au début on va pas pouvoir tout faire. Je vais te prendre encore une fois une de mes métaphores à la mort moelle que je vais improviser. J'espère qu'elle n'est pas trop forte. Prenons un sportif individuel. Non, individuel. Ce sera plus simple à expliquer. Je sais pas, un mec qui fait du saut à la perche et qui va faire la JO. Tu vois, à court ou long terme. En fait, quelle est l'organisation qu'imagine le mec qui est je sais même pas qui c'est, qui est le champion incontesté du saut à la perche, c'est une machine de guerre. Très probablement que ce mec-là, il a une équipe. Comme il est connu, il a des sponsors, etc., etc. Et en fait, lui, comment cette équipe va naturellement s'organiser? Quand on pense au sport, c'est extrêmement logique. Elle va s'organiser de manière à ce que le gars, il ait que du saut à la perche à faire. Ou de l'entraînement au saut à la perche, la préparation physique, que là où il est le seul à pouvoir bosser, tu vois. Et en fait, plus le mec va être puissant en termes de financier aussi, parce que forcément c'est corrélé, plus il va y avoir des mecs qui vont lui faire manger, qui vont organiser ses déplacements, qui vont l'inscrire au tournoi, qui vont faire l'administratif, qui vont faire sa com, etc., etc., etc. Pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Ça tombe sous le sens parce que, ils sont meilleurs que lui pour le faire. Lui, il fait le saut à la perche, il ne fait pas du booking d'avion sur Internet, ou de train maintenant, c'est mieux. Et d'autre part, parce que, toujours pareil, où est-ce que son temps a le plus gros ROI? Tu es un champion de saut à la perche, plus tu t'entraînes au saut à la perche, mieux c'est. D'accord. Maintenant, ça c'est facile à dire quand tu as des moyens. Ce mec-là, il a forcément commencé un jour. Tu vois, sauf si c'était le prodige qui est pisté depuis ses 5 ans. Il a commencé sans moyens. Donc, il a commencé en ayant besoin de booker lui-même ses trains, de faire ses menus, etc., etc. Et en fait, quelle est la première chose à externaliser pour ce mec-là? Dès qu'il a un peu de moyens, ça va être forcément la chose qui a le meilleur ratio entre ressources investies. Je dis ressources investies parce que ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, de la charge mentale, etc. Et retour sur investissement finalement. Qu'est-ce qui aujourd'hui m'apporte quand même, tu vois, n'est pas dans mon scope d'expertise à moi, mais qui me prend beaucoup de ressources. En fait, c'est ça qu'il faut externaliser. Je te donne une bêtise. Tu es dans une situation, typiquement pour moi, la situation, si tu me parlais de site internet, parce que c'est ton business, t'as pas oublié d'y penser. La situation dans laquelle tu as le plus besoin d'un premier site internet, finalement, je dis pas que tu n'en as pas besoin ailleurs, mais c'est quand tu es un avocat, que tu as déjà certains clients. C'est important parce que ça te permet de savoir un peu qui tu es finalement en tant que professionnel, ce que tes clients viennent chercher chez toi, etc., etc. Et que tu veux passer l'étape d'après.
celle où tu veux dépasser les premiers clients. Tu en as besoin, soit pour faire directement de l'acquisition, c'est-à-dire que tes nouveaux clients vont rentrer par ton site internet en disant « Ah, mais c'est qui ce mec-là, je ne connais pas ». Soit pour achever de convaincre tes clients. Exemple, Yo, tu as rencontré un mec, un prospect, un cocktail, ça a matché, tu as donné la carte, lui, il n'est pas encore décidé, il va faire comme tout le monde, il va checker sur internet ta réputation digitale et donc aussi ton site internet. Donc là ça devient finalement un ROI important, tu vois, parce que ce site internet en plus va m'aider à vraiment passer le cap en termes d'acquisition commerciale et de développement. Et c'est un poste très souvent de ressources important parce que, sauf exception, ou je sais pas, on aurait des avocats qui ont déjà été formés au web développement, aux outils no-code. Un outil no-code, c'est un outil qui permet de faire un site web sans développer forcément. Toi, je sais que tu sais. T'inquiète. Ceux qui n'ont pas été formés à ça, en fait, pour l'avoir fait, pour ma première boîte au départ, ça c'est un truc une erreur que je referai plus. Ça prend un temps monstre. Ça prend un temps monstre et ce temps, tu aurais pu l'allouer ailleurs. Et non seulement ça prend un temps monstre, mais en plus tu vas le faire moins bien en général. Tu vois, c'est toujours pareil. Tu vas donner un exemple tout bête. Moi, je suis pas un pro de l'ADS. Je fais un peu d'ADS, mais tu vois, typiquement, j'ai reçu un mail d'une meuf de Google qui proposait 30 minutes gratuits pour améliorer nos campagnes. Mais direct, je l'ai pris. Comme ça, hop, ça s'est fait. Et en fait, essayer d'aller récupérer toutes ces personnes qui peuvent vous aider, déjà à titre gratuit, puis ensuite, et pareil, en site web, se lancer solo. Souvent, en plus, on se surestime un peu. Enfin, moi, je suis le premier à avoir fait mes premiers logos et à me dire. Et puis même à pas savoir prendre de recul. Regardez comme ils sont stylés. Et mes potes qui arrivent et qui se tapent une grosse barre parce qu'en fait, ils sont horribles. Et pareil, souvent avec un site internet, vous allez y passer des heures. Mais le pire dans tout ça, c'est que le résultat, il ne sera pas là où vous vouliez. Et comme disait Jérôme, le gars qui vous a appelé et qui a checké sur Google, il a fait « Ah bah dommage !» Il était super sympa, mais bon, je ne vais pas aller plus loin, quoi. Il y a d'autres nuances à apporter, parce que là, j'ai fait des abus de langage en disant, voilà, externaliser. La réalité, c'est qu'il faut choisir... Alors ça dépend du stade évidemment, entre le fait d'externaliser, j'entends par externaliser le fait de faire par une autre entreprise ou à une autre personne, et le fait de déléguer, de faire en interne mais pas forcément soi-même. Donc c'est le cas par exemple où on va recruter quelqu'un pour faire quelque chose. Okay, et ça, on n'aura pas le temps d'expliquer ça de manière exhaustive parce que là on rentre dans des sujets de stratégie d'entreprise qui sont un peu plus costauds. Mais si je devais résumer et caricaturer, je pense que ça dépend à quel point c'est clé à ce stade-là, ça évolue, pour l'entreprise de le maîtriser elle-même. D'accord. En fait, quand vous êtes un petit cabinet en termes de taille ou que vous êtes indépendant, finalement, le fait d'avoir quelqu'un en interne qui maîtrise les outils de marketing digital, je sais pas, faire un site web, faire du SEO, etc., c'est pas clé. C'est pas de ça dont dépend la réussite directement de votre cabinet et vous allez avoir finalement trop peu de travail de toute façon pour une personne en interne. Donc, on externalise, c'est très naturel. Tu vois, alors qu'au contraire, ça va être très naturel quand tu as un volume de dossiers qui monte de prendre un stagiaire ou un jeune collab pour faire des dossiers qui sont moins dans l'expertise, entre guillemets, dans le niveau d'expertise de l'associé, mais qui sont clés à faire pour le cabinet. Ça va être très naturel. Là, on va être sur des choses plus intéressantes en termes de développement commercial. C'est quand on touche à des cabinets plus importants. Tu vois, je dirais quand on commence à s'intéresser à des cabinets qui font, allez, ça va dépendre évidemment, mais au moins 30-40 avocats. Et alors quand on parle des mastodontes, ça tombe sous le sens. Là, pour moi, un des trucs qui n'est pas encore assez présent sur le marché, c'est le fait d'avoir une vraie volonté d'internaliser les fonctions marketing, les fonctions de communication, les fonctions de développement commercial. Et quand je dis internaliser, ça demande, parce qu'on va me répondre, oui, mais il y a des départements de communication. Il y a des gens qui sont très bien, des gens qui sont très compétents, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne sont formés dans les cabinets qu'à la com pure. Que c'est que la com pure, c'est faire un post LinkedIn, c'est organiser un événement. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Voilà. Et peu de gens qui sont formés à la stratégie marketing. Je sais pourquoi. C'est parce que les gens qui sont formés à la stratégie marketing, c'est cher. En termes de salaire, ça coûte cher. Et puis c'est plus dur pour les avocats de les recruter aussi parce qu'eux ne le maîtrisent pas. C'est toujours difficile de recruter quelqu'un qui
dont l'expertise n'est pas maîtrisée par soi-même. Mais ça va être aussi, à mon avis, une des grosses mutations de marché. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus avoir dans les cabinets de taille importante ou de force de frappe importante des profils qui ne sont pas avocats. Qui sont... Alors, que tu disais même aura des DG, dans le reportage. On aura des DG, on aura des web développeurs, Ouais, c'est clair. On aura ces gens-là. C'est clair. Bon, on a fait un beau tour. Je suis trop content parce qu'on a parlé plein de trucs. Désolé, je parle beaucoup. Non, mais génial. Et à la limite, tu vois, s'il y a du monde qui a kiffé et que à tout retour, j'identifie d'autres sujets. Ouais, avec plaisir. On se refera un épisode. Le but, c'est pas d'avoir juste toujours des nouvelles têtes. C'est simplement d'apprendre des trucs. Donc là, je pense que beaucoup ont appris pas mal de choses et beaucoup ne connaissaient pas. Donc je pense que c'est vraiment cool qu'ils découvrent. Merci Jay. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous envoyer un petit mot. Sur tous ces sujets-là, on peut aller un peu plus en profondeur. Et puis, qu'est-ce qu'on te souhaite pour ces prochains mois? T'as acheté ton argentique? T'as kiffé mon voyage? Non, je vais y aller. J'ai acheté mon argentique. Tu nous as regardé photo? Non, de kiffer mon voyage et de revenir avec plein d'idées. Parce carrément. que je suis pas encore retraité, même si j'aime faire ça pour la blague. Maintenant. Bon, nickel. Allez, ciao. Allez, salut Louis.